Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour Madame Soyez la suite. Alors, le conflit russo-ukrainien est-il en train de dévoiler aujourd'hui les dessous de cartes et avec une répartition des forces économiques, une guerre économique et financière par excellence? Est-ce que c'est le cas? Et le grand débat actuellement, Monsieur Kaoubi, sommes-nous en train de vivre le début de la fin de la dominance du dollar? Mahfoud Kaoubi. Oui, le conflit russo-ukrainien accélère le processus de recomposition de la carte géostratégique mondiale, qu'il faut rappeler a commencé à connaître une mutation à partir des années 2010, donc avec une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et maintenant, ce conflit vient annoncer un début du déclin du dollar comme monnaie de réserve mondiale et une recomposition sur le plan économique et commercial au niveau mondial. Alors les premiers indicateurs commencent par se manifester puisque la Russie a annoncé que toutes les transactions économiques et financières devront se faire à l'avenir en rouble, même principe pour la Chine avec bien sûr le yuan et l'Inde avec la roubie. Et vous avez même le Brésil et l'Argentine qui ont suivi cette tendance, Monsieur Kaoubi. Oui, une cascade de décisions qui ont commencé par l'annonce de la Russie d'opérer ces transactions commerciales par l'Yuan, donc non seulement avec la Chine, mais avec ses différents partenaires économiques. Et quand on connaît le poids de la Russie, notamment dans le domaine pétrolier et gazier, donc cette décision a eu des répercussions assez importantes sur le plan économique. La Russie n'est pas restée seule au niveau de cette décision. Donc il y a aussi la décision du Brésil et de l'Argentine de créer une monnaie commune qui sert pour les transactions au niveau de l'Amérique latine. Il y a aussi, et c'est très important, la décision de l'Arabie saoudite de procéder à ces transactions avec la Chine, et il y a même des transactions qui ont été effectuées ce mois-ci avec la Chine en yuan. Et donc, quand on voit ces décisions, il faudra rappeler que le Ghana aussi a pris la décision d'acheter son pétrole avec de l'or et non pas avec du dollar. Donc tout cela annonce un début du déclin du dollar comme monnaie de réserve, encore une fois, et cela a des répercussions aussi bien sur le plan monétaire, sur le plan financier, mais aussi sur le plan commercial et économique. Tout est en train d'être remis en cause aujourd'hui, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Oui, à commencer par les grandes institutions internationales. Certains parlent de leur faillite, qu'elles soient politiques comme l'ONU ou financières comme la Banque mondiale ou le FMI. Moi, je dirais c'est de l'inadaptation et de ces institutions par rapport à la conjoncture actuelle. Ils n'ont pas mesuré la portée de cette guerre. On disait plus elle va durer, plus Poutine va s'essouffler. Or, on constate le contraire aujourd'hui. Oui, les Européens ont mal évalué le conflit et ses répercussions. Je dirais que même les États-Unis n'attendaient pas que cette résistance soit aussi importante de la part de la Russie, mais aussi que cela entraîne un mouvement de solidarité et un mouvement de remise en cause donc de l'ordre économique et financier mondial. Donc le BRICS, qui était en situation de latence, je dirais, a vu son rôle beaucoup plus manifeste dans les rapports post-début du conflit russo-ukrainien. Il faudra juste rappeler que les institutions monétaires héritées de la Deuxième Guerre mondiale donc, ont mis en place un ordre financier et économique qui aujourd'hui se trouve remis en cause par rapport à quelque chose d'important, c'est le rapport de force sur le plan économique qui est différent. Donc ces institutions monétaires post-1945 ne sont plus opérantes par rapport à leurs instruments, à leur logique principalement libérale qui a été, il faut le rappeler, consolidée à travers cette logique de mondialisation de philosophie et de doctrine impérialiste qui se retrouve aujourd'hui inopérante dans un monde où la Chine et les pays du BRICS
constitue 50% de la population mondiale, constitue presque 45% du produit intérieur brut mondial et constitue aussi plus de 35% du volume des transactions commerciales mondiales. Donc, ces institutions devraient soit revoir leurs chartes et leurs instruments et plaider pour un ordre beaucoup plus équilibré, encore plus juste, ou ça sera d'autres institutions qui viendraient intervenir sur ce champ-là. Et je parle principalement des institutions que le BRICS mettra en œuvre et on voit de plus en plus que même la Banque de développement des pays du BRICS commence à avoir beaucoup plus de présence dans le monde du financement, et cela pourrait donner lieu à la naissance d'autres institutions, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique et commercial. Alors, quand vous parlez de rapport de force aujourd'hui, quelle est la puissance économique qui pourra déchoir la dominance du dollar? C'est le rouble, c'est le yuan ou c'est la roubie? Moi, je dirais que, comme on peut parler d'un monde multipolaire sur le plan politique, sur le plan financier, il y aura l'utilisation de plusieurs monnaies. Donc, ce n'est pas un remplacement du dollar par une autre monnaie, mais je dirais qu'il y aura une multitude de monnaies avec lesquelles les transactions seront faites. Le yuan, c'est la monnaie de l'économie, la deuxième économie la plus puissante au niveau mondial, donc la Chine, qu'il faut le rappeler, pourrait jouer un rôle beaucoup plus prépondérant et beaucoup plus important dans l'avenir. La rupie indienne aussi commence à devenir une monnaie recherchée, qui a plus de confiance et qui est beaucoup plus prisée par les différents pays en tant que monnaie de réserve ou en tant que monnaie servant les transactions. Donc vous voyez, on parlait tout à l'heure aussi du Brésil et de l'Argentine qui devrait mettre une nouvelle monnaie qui servira de transaction dans l'Amérique latine, donc une partie du monde qui est assez importante par rapport à son volume et à son rôle dans les transactions internationales. Donc, vous voyez, Madame Sohila El Hachmi, que le dollar, qui jusque-là était la principale monnaie, que ce soit en termes de réserve de change des différents pays, plus de 58% actuellement, est en net déclin si on observe les différents graphes d'évolution des réserves de change sur les 30 ou les 40 dernières années. Ce déclin s'accélère depuis 2021 et je dirais que, encore une fois, la guerre russo-ukrainienne a accélérer le processus et on verra dans les années à venir. Bon, le dollar ne va pas disparaître d'un jour à l'autre. Il continuera à constituer une des monnaies principales des transactions, la monnaie des réserves de change, mais il sera concurrencé par d'autres monnaies. Alors, mais la cascade de la faillite, certaines banques américaines, même si les États-Unis essayent de minimiser en considérant que ce sont de petites banques de taille moyenne et qu'il est normal qu'elles disparaissent. Est-ce que c'est une des conséquences? Puisque il y a l'effet maintenant de contagion, ça atteint même les banques suisses. Et l'effet de contagion et les débuts de crise dans le système financier mondial par la faillite de certaines banques. Donc cela démontre que le monde est en crise et de grandes économies sont en crise. Actuellement, l'économie américaine souffre de problèmes de compétitivité, de rentabilité, et souffre de problèmes en matière de répartition de richesses. Et même principe pour l'Europe qui connaît une crise sociale aiguë. C'est le monde occidental qui commence à montrer des signes de crise assez sérieuses, qui ne sont pas des crises passagères comme on voudrait nous le faire présenter, Madame Sohila El Hachmi. Par les médias occidentaux. Au contraire, de plus en plus, l'économie américaine et encore plus l'économie européenne a perdu du terrain par rapport à d'autres économies de pays émergents. Je parle principalement de la Chine, de l'Inde, du Brésil et d'autres pays, donc l'Indonésie, la Malaisie, le Singapour, etc., qui ont pu gagner beaucoup plus sur le terrain de la rentabilité
et de la compétitivité. Donc, ce qui leur La donne... Russie a enregistré une croissance de son PIB, Oui, malgré la croissance. crise. Donc, quand on voit malgré la crise et malgré les instruments qui ont été mis en place pour mettre en difficulté la Russie, elle continue à avoir des taux de croissance relativement intéressants. Donc 4-5% quand même, c'est un taux de croissance qui est très encourageant. C'est le même cas pour l'Inde, qui connaît un taux de croissance de 7% dans une conjoncture économique très difficile. Donc ceci démontre que les deux économies européennes et états-uniennes commencent à donner des signes d'alerte qui demandent et qui exigent des traitements beaucoup plus profonds et non pas des traitements superficiels comme cela nous est présenté par les médias surtout. Alors, cette répartition de la nouvelle carte géopolitique, est-ce qu'elle démontre aujourd'hui que les pays et les États reviennent au principe des États-nations, puisque nous avons vu que malgré toutes les pressions américaines, l'Arabie saoudite a refusé d'augmenter son niveau de production et elle s'est alliée sur les décisions des pays OPEP et non OPEP. Oui, bon, il y a une émancipation de l'Arabie saoudite des accords qui jusque-là... qui se rapprochent de l'Iran aussi. Oui, tout à fait. Donc les 3 dernières décisions qui sont les suivantes. De ne plus considérer le dollar comme la seule monnaie d'échange du pétrole. Donc ça, c'est la chose. Et la remise en cause profonde de l'accord de Quincy, donc passé entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. La décision prise par l'Arabie saoudite de ne pas suivre les recommandations du président américain pour augmenter de sa production en septembre et octobre 2022 pour stabiliser les marchés pétroliers. C'est un revirement à 90 degrés. Personne ne s'y attendait. Tout à fait. Grâce à la médiation, bien sûr, chinoise et russe, et également algérienne, puisque l'Algérie préside actuellement les pays de la Ligue arabe. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a une naissance... Même l'Algérie avait vu juste. Oui, donc naissance d'une nouvelle conscience et de nouvelles logiques sur les marchés pétroliers et sur le plan géostratégique d'une manière. Il faudra rappeler aussi que la transaction qui a été passée entre l'Arabie saoudite et la Chine en payant par le yuan, c'est une première. Personne ne s'y attendait. Et puis le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite constitue encore une fois un élément qui démontre que les choses changent d'une manière très rapide. Alors, mais les prémices de cette guerre sont antérieures à la guerre russo-ukrainienne. On le constate aujourd'hui, M. Mahfoud Kaoubi, puisqu'on a parlé un peu de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Et la dernière en date, c'était entre Apple et Huawei. Est-ce que cela veut dire que tout se préparait déjà, M. Mahfoud Kaoubi, que Poutine aussi a bien mesuré les risques de ce conflit? Oui. Puisqu'il enregistre une croissance. Je répondrai en 2 temps. La première, c'est que effectivement, l'origine de la crise actuelle revient à plus d'une vingtaine d'années entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis qui ont vu... La chute du mur de Berlin, et puis vous avez les conséquences des guerres colorées également. Oui. Donc quand on revient l'implosion de l'ex-URSS. À la guerre commerciale entre les deux pays, donc elle remonte quand même aux années 2000. Hein, et puis c'est le troisième gouvernement américain qui... Il y avait les contingents pour... D'abord, ça va commencer avec les contingents pour le textile chinois. Tout le textile, l'acier, le domaine de la technologie. Avec la diabolisation des produits chinois au niveau de l'Europe. Tout à fait. Par les médias et puis il y a aussi ce positionnement, en plus des gains en compétitivité, la Chine a pu maîtriser sur le plan de la technologie, donc sa capacité de maîtriser et d'être le premier pays en matière d'invention et de brevets enregistrés, essentiellement dans l'intelligence artificielle, donc sa capacité, sa mutation aussi dans le domaine de la maîtrise de l'armement et de la recherche nucléaire, tout cela a poussé les États-Unis à rentrer d'une manière frontale dans une guerre commerciale qui a voulu affaiblir la Chine. De l'autre côté, je suis entièrement d'accord avec vous, Poutine a mesuré le contexte, la période, et pour riposter
au chantage qui a été mis en place par l'Occident par rapport à la crise ukrainienne. Alors, Monsieur Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui domine actuellement les débats à travers le monde. On le voit actuellement au niveau, par exemple, de certains médias, même si on veut voiler la vérité, c'est la censure qui est pratiquée de façon outrancière, puisque même les médias russes ont été interdits au niveau de certains pays occidentaux. La dernière en date, bien sûr, Russia Today, alors que pour d'autres, ils défendent le principe de la liberté d'expression quand il s'agit d'autres États. Alors les implications et les conséquences de cette situation aujourd'hui par rapport à un nouvel ordre mondial, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Oui, actuellement, c'est une remise en cause totale. En tous les cas, la guerre russo-ukrainienne a démontré la faillite de tout ce système impérialiste. Que les États rejettent aujourd'hui. Tout à fait. Donc une diabolisation, un monde unipolaire qui fixe les valeurs, qui fixe les règles du jeu et qui intervient. Il faudra revenir aux guerres au Moyen-Orient et leurs conséquences, les guerres sur l'implosion des pays arabes. En Libye et toutes ces conséquences sur la stabilité géopolitique, sur les mouvements migratoires et toutes les conséquences négatives. Donc, et le rôle de BHL, bien sûr, dans l'implosion du monde arabe. Tout à fait. Donc, qui instrumentait les institutions internationales pour intervenir dans des pays et pour fixer les règles du jeu a été mis à nu, que ce soit par rapport aux instruments médiatiques qui préparaient le terrain pour l'intervention et qui diabolisaient les États, les institutions que ce monde voulait remettre en cause. La même chose sur le plan financier et sur le plan économique. Tout le monde a vu comment la Russie a été interdite d'accès au système de système SWIFT et que ceci n'a pas eu les conséquences qui étaient désirées par les pays occidentaux. Au contraire, ça a poussé la Russie, avec ses alliés, de mettre en place un autre système qui a contourné totalement le système SWIFT. La même chose pour les sanctions économiques. Donc il faudra rappeler que ce monde des libertés a décidé de bloquer les réserves de change de la Russie. Donc, et de les priver de l'utilisation, donc ce droit sacré de la propriété, que ce soit des réserves de change ou des actifs qui étaient détenus par les citoyens russes dans le monde occidental. Cette remise en cause donc s'accélère, que ce soit sur le plan de l'image, que ce soit sur le plan des valeurs, que ce soit aussi sur les instruments économiques et financiers qui deviennent inopérants entre les mains du monde occidental pour à la fois faire du chantage aux autres pays et pour les empêcher d'accroître de leur part de marché ou de leur part de développement économique et social. Et on voit aussi les répercussions sur les marchés boursiers, puisque le pétrole est à ce matin $84 et on s'attend à partir de demain une forte inflation au niveau des États-Unis. C'est le début aussi de la crise similaire à celle que vit actuellement l'Europe, la crise sociale, Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisque nous avons vu les images en France. Oui, donc elles sont des plus inquiétantes. Les marchés pétroliers réagissent positivement. En Grande-Bretagne, on rationne même les aliments et l'huile. Ouais. Le signal donné par les pays de l'OPEP et de l'OPEP+, sont d'une cohérence extraordinaire, jamais égalée antérieurement. Donc cette crise a poussé les autres pays à avoir plus de solidarité et à avoir plus de courage. On a vu que c'est une première. L'Arabie Saoudite qui décide à la fois d'abandonner le dollar comme monnaie d'échange pour son pétrole et de se rapprocher de l'Iran. La deuxième des choses, les États-Unis qui ont jusqu'ici utilisé le dollar à la fois pour financer leur déficit et pour exporter leur inflation, n'ont plus cette capacité de faire payer au monde leurs problèmes économiques internes. Et donc, cette situation, si elle évolue dans le sens qui commence à être appliqué actuellement, mettra les États-Unis dans des situations beaucoup plus difficiles, car cette capacité de financer ces déficits par le pétrodollar
va se réduire de plus en plus. Le maillon faible dans tout cela, c'est l'Europe qui, encore une fois, cette situation a mis à nu toutes ces incohérences en matière de prise de décision au niveau de l'Union européenne, tous les problèmes économiques structurels que vit actuellement l'Europe et qui ont donné lieu à une inflation, un rationnement, mais aussi à une vague de délocalisation de grandes entreprises européennes vers d'autres cieux, que ce soit vers les États-Unis ou d'autres pays, Madame Souheila El Hachmi. Et vous avez aussi la dette intérieure des États-Unis qui s'alourdit de jour en jour. Elle est supérieure à la dette des pays européens, tous pays bien sûr réunis. Ça aussi, ça hypothèque et ça fragilise l'économie américaine. Oui, 30 000 milliards de dollars, Madame Souheila El Hachmi, la dette intérieure américaine. Donc, c'est justement c'est une des causes qui est à l'origine de la dépréciation des actifs et qui a causé la faillite de certaines banques et qui pourraient entraîner d'autres banques dans ce processus de faillite. Et le bailleur essentiel, c'est la Chine. Le bailleur, c'est la Chine, oui. Tout à fait. Donc, la politique de la Fédérale Réserve américaine, donc de lutter contre l'inflation, on a vu que le relèvement du taux d'inflation a impacté directement le système financier et a causé la faillite de deux banques, pas très grandes, mais quand même d'une certaine envergure. Donc, et qui pourrait, donc ce qui a poussé la Fédérale Réserve de revoir cette politique de relèvement des taux d'intérêt, et on voit que ça cause de l'hésitation et que ça pourrait entraîner un manque de cohérence et des problèmes dans l'avenir aussi. Une frilosité aussi des investissements étrangers. Tout à fait. Donc la reprise. Par rapport à ces indicateurs. Ces indicateurs. Et là aussi, c'est l'Europe qui paiera les frais de sa position dans ce conflit russo-ukrainien et sa décision de s'aligner d'une manière irréfléchie sur les positions américaines. Alors justement, par rapport à cette question que nous abordons, qui est éminemment importante, puisque de nouvelles cartes vont être distribuées sous peu, puisque nous sommes en train de voir aujourd'hui l'émergence de certaines puissances financières et économiques, comme l'Arabie Saoudite, vous avez l'Inde, vous avez également la Chine, on parle de l'Afrique du Sud aussi, qui refusent le diktat des États-Unis. Ce sont tous des pays du BRICS. Vous avez le Brésil également. Vous avez l'Argentine aussi qui l'avait dénoncé il y a quelques années de cela. Cuba également qui l'avait refusé et qui a été soumise bien sûr à un embargo sans précédent. Le même principe pour l'Iran. Le rapprochement Arabie Saoudite et Iran va redistribuer les cartes au niveau de la région du Moyen-Orient, notamment pour ce qui concerne la Syrie, puisque nous sommes en train d'assister au retour de la Syrie sur la scène internationale. Le Yémen également, c'est une véritable menace pour l'existence de l'État sioniste. Tout à fait. Qui est en train de commettre des exactions à l'égard du peuple palestinien en toute impunité. L'impérialisme a utilisé donc cette division pour accroître de sa domination et commercialiser des thèses au profit de l'entité sioniste, Madame Souheila El Hachmi. Et donc l'affaiblissement des grandes puissances arabes et musulmanes du Moyen-Orient a profité à qui? A profité donc à l'entité sioniste. C'est ce qu'a compris l'Algérie avec l'unification des rangs palestiniens et des rangs arabes, puisque nous avons vu le dernier sommet de la Ligue arabe, c'était l'unification des rangs contre les ennemis et les dangers futurs. Tout à fait. Donc l'Algérie a joué un grand rôle dans ce domaine-là. Oui, faire prendre conscience aux États arabes de la capacité de renégocier, de rediscuter et de jouer un rôle actif dans la prise de décision. Ils sont détenteurs des 70% des réserves de pétrole. Tout à fait. Énergétiques. Donc, on a vu que l'Irak a payé le prix de sa remise en cause du dollar. Et donc, l'intervention directe américaine. La même chose en Libye. Donc, vous voyez que... Qui avait remis en cause, bien sûr, le franc CFA et le dollar également. Donc, les deux à la fois. Donc, la dominance française et américaine. Voilà, donc occidentale principalement. Actuellement, cette capacité d'émancipation des élites politiques des pays arabes et musulmans permet d'entrevoir un avenir complètement différent et qui permettrait, d'utiliser d'autres moyens pour lancer des programmes de développement, de faire profiter aux populations arabes et musulmanes
de cet élan de développement qui permettrait de régler les problèmes sociaux et d'accroître du rôle économique réel des pays arabes, de faire des pays arabes et musulmans des pays émergents. Et ça, c'est important quand on voit la position de l'Arabie saoudite, du Qatar, mais aussi des positions d'un pays pivot comme la Turquie. Donc, une nouvelle carte se dessine et un rôle beaucoup plus important aux grands pays qui disposent de la puissance pétrolière. Je parle de l'Arabie saoudite, je parle de l'Algérie, et qui pourraient être beaucoup plus présents sur la scène géopolitique et influencer la prise de décision, et surtout pour un dénouement, un règlement de la question palestinienne qui demeure un problème important qui est à l'origine de plein de dysfonctionnements et qui est à l'origine de plein de conflits dans la région, non seulement du Moyen-Orient, mais sur le plan planétaire. Et au niveau de la région du Maghreb. Alors la position de l'Algérie, la non-ingérence dans les affaires des États, la préservation bien sûr de la souveraineté des États, avec bien sûr l'intégrité territoriale, c'est un joker gagnant, monsieur Mahfoud Kaoubi, parce qu'avec le temps, on voit que les positions de l'Algérie sont reconnues et saluées à travers le monde, monsieur. Oui, on l'a vu, voilà, on l'a vu par rapport à la question libyenne, l'assassinat de Kadhafi par Sarkozy. On l'a vu également par rapport à la déstructuration de l'Irak, la position de l'Algérie, et également, bien sûr, la Syrie. La volonté était de balkaniser tout le Moyen-Orient et de transposer tous ces conflits au niveau de la région du Maghreb et du Sahel. Oui, le temps a donné raison à l'Algérie, à la justesse de ses positions. Donc le principe de la non-ingérence, le principe du règlement à l'amiable des conflits et le principe... Elle avait vu juste. Elle avait vu juste. Le temps lui donne raison aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, ces mêmes principes sont défendus par de grandes puissances. C'est pratiquement le même principe des pays du BRICS. Et le président de la République est sollicité aussi pour la médiation dans ce conflit russo-ukrainien. Oui. Ces positions, quand on a des positions et l'Algérie justes, qui a été à l'origine de règlement de beaucoup de conflits à travers le monde. Oui. Donc, quand on a des positions justes, ça donne de la crédibilité. Et quand on est crédible, systématiquement, on est prisé, on est demandé pour jouer des rôles d'intermédiation. Il faudra rappeler que tout le temps, l'Algérie a joué ce rôle d'intermédiaire qui a réglé pas mal de conflits au niveau, que ce soit du Moyen-Orient, que ce soit, et qui pourrait jouer un rôle dans le règlement du conflit ukraino-russe. Alors l'Algérie a beaucoup aujourd'hui d'atouts pour émerger au même titre que les autres pays. L'Arabie Saoudite, par exemple, monsieur Mahfoud Kaoubi, puisque nous avons vu avec Ben Salman, ils sont en train d'abandonner complètement le wahhabisme et l'islamisme. Oui, et s'ouvrir sur le monde. C'est des politiques d'émancipation. Moi, je les qualifie comme ça. Donc, une émancipation économique. Ils ont préparé leur élite. Tout à fait. Donc, ils veulent utiliser... Il y a une maturation des élites. Donc, des élites qui ont mûri. Il faudra rappeler que les pays récemment indépendants ont naturellement souffert de problèmes organisationnels, de problèmes de maturation, d'expérience, etc. Et de formation. Et de formation. Maintenant, je considère qu'après une cinquantaine d'années, des élites en plus d'expérience, ont pu mûrir les logiques et ils ont pu se positionner par rapport aux différentes questions et ils ont pu savoir que l'ère à venir dépend de politiques de développement qui profitent à leur population et qui se positionnent par rapport à des pays qui ont réussi. Donc l'Arabie saoudite ou l'Algérie ont le même potentiel que le Brésil, que l'Inde par exemple, sur le plan. Et des fois, on a un potentiel meilleur que ces pays-là. Qu'est-ce qui fait qu'un pays comme l'Inde a multiplié 12 fois de son produit intérieur brut durant 20 ans, alors que l'Arabie saoudite, comme l'Algérie, n'ont pu enregistrer des taux de croissance que relativement faibles. Donc, c'est logique. Cette possibilité de faire un benchmark, de profiter d'expériences réussies de pays émergents qui étaient dans la même position que l'Algérie, que de l'Arabie saoudite, que de la Turquie, etc. Donc, prendre ces expériences, tirer profit des facteurs qui ont permis à ces pays d'accroître de leur croissance et lancer sur le terrain des politiques de développement réelles qui sont émancipées et qui sont libres des interventions, surtout de pays
des anciens colonisateurs, je dirais. Alors, nous avons des avantages comparatifs aujourd'hui pour pouvoir émerger de façon réelle, puisque nous avons le prix du gaz le plus compétitif au niveau de la région, Monsieur Mahfoud Kaoubi. On a une Nous avons aussi opportunité extraordinaire. une bonne ressource humaine également qui a été formée dans les universités, avec l'élite bien sûr installée à l'étranger. Installée à l'étranger. Tout cela, c'est des facteurs. On a des dotations factorielles extraordinaires, que ce soit en ressources humaines, donc en travail. Il faut accélérer cette cadence. Il faut accélérer et surtout... Aller vite, parce que le temps joue contre nous également. Prendre le temps de mettre ce projet et de créer ces synergies. Parce que c'est important d'avoir des synergies de différents acteurs et d'opter techniquement pour les bons choix, les mettre en œuvre. Les politiques publiques aujourd'hui tiennent compte bien sûr des questions géopolitiques également. Oui, donc les questions géopolitiques, c'est l'élément important. Qui évolue de jour en jour. Oui, c'est l'environnement. Et on a vu même Macron aller en Chine. Oui. Pour une éventuelle médiation. Ils sont en train de chercher une voie de sortie de la crise pour lesquelles ils ont pris des positions de fermer les portes. Donc actuellement, le rapport de force est pour la Russie. Les Européens essayent de trouver un intermédiaire qui pourrait ramener les Russes autour de la table de négociation. Et l'intermédiaire qui est incontournable aujourd'hui, c'est la Chine. On a vu aussi la rencontre Poutine avec le président chinois. Oui, donc la rencontre et la position prise. Donc, il y a une alliance extraordinaire, russo-chinoise qui est annoncée. Et puis, il faudra rappeler... La Chine qui est aussi un allié incontournable de l'Algérie, même dans les moments les plus difficiles. Tout à fait. Historiquement, également par rapport à la conférence de Brandon, qu'ils ont été les premiers à soutenir l'indépendance de l'Algérie. Tout à fait. Et la Chine, donc, qui aussi, il faudra le rappeler, qui a le problème de Taïwan, donc que les Occidentaux ont toujours exaspéré. Donc c'est pour cela que... Mais je pense qu'ils n'oseront pas. Ça, c'est... Prenant en considération l'expérience russo-ukrainienne, je dirais que les Américains, d'ailleurs, le recul qui a été observé ces derniers jours par rapport aux positions américaines concernant Taïwan, atteste que l'expérience ukrainienne a servi pour quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les États-Unis n'ont pas mesuré les conséquences de ce conflit de façon objective et rationnelle, Monsieur Mahfoud Kaoubi? Même principe pour les pays de l'Europe, l'Occident qui est en train de connaître aujourd'hui une faillite et une crise sociale sans précédent. Et on le voit tous les jours sur les médias français. Tout à fait. Ils n'avaient pas pensé que la riposte serait aussi importante, cohérente et qui s'installe dans la durée. Et donc, c'est ça. L'industrie de l'armement, aujourd'hui, elle est en train de profiter à qui ? À profiter aux États-Unis, certainement, parce qu'il faudra rappeler que le plus grand budget, les États-Unis ont toujours utilisé ce moyen pour consolider leur position sur le marché. Donc, même le dollar a été protégé par une domination par la Constitution aussi. Tout à fait. Il faudra rappeler que quand on prend en considération le nombre de bases militaires que détiennent les États-Unis au niveau mondial, plus de 800 bases. Donc il y a beaucoup plus de bases militaires que représentation diplomatique. Quand on se réfère au budget qui est pratiquement à 750 milliards de dollars chaque année, c'est pratiquement 50% de budget de l'armement mondial. Donc vous voyez que cette logique qui était soutenue par une doctrine basée sur un monde unipolaire est en train d'être remise en cause fondamentalement, et elle le sera dans les 2 décennies à venir. Donc je dirais la carte sera reconfigurée profondément d'une manière complètement différente. Alors les réformes structurelles que l'Algérie devra engager également, M. Mahfoud Kaoubi, puisque nous avons vu que nous sommes en train de bouleverser certains textes, comme par exemple la loi sur la monnaie et le crédit qui n'a pas évolué depuis les années 90, qui a plombé bien sûr l'investissement direct étranger, il faut dire les choses comme elles sont aujourd'hui, doivent être menées rapidement, il faut les accélérer, M. Mahfoud Kaoubi, pour se positionner comme un pays pivot et incontournable au même principe que celui, par exemple, du gaz, puisque l'Algérie est un fournisseur incontournable. Oui, et on le voit.
C'est indispensable. Elle a redistribué ses cartes énergétiques. Tout à fait, on s'adapte. On s'adapte avec un allié incontournable, voilà, l'Italie. Il n'y a pas de position définitive sur le plan des relations économiques. Il y a un positionnement en fonction de l'évolution de l'environnement. Moi, je dirais par rapport à votre question que déjà on est en retard par rapport aux réformes. Donc il y a une lenteur. La mise en œuvre des réformes. Qu'on pourra regretter. Les textes d'application. Oui, bon, il y a un ajustement sur le plan juridique, mais les Même le président de la République l'a relevé. Oui, donc les positions de Monsieur le Président de la République qui sont à chaque fois réitérées, même avec acuité et pour lancer et concrétiser la réforme du cadre macroéconomique, malheureusement, il faudra le rappeler, souffre encore d'une très grande lenteur en matière de concrétisation. La réforme bancaire, la privatisation, le sort qu'on réserve au secteur public marchand, l'ajustement des marchés, la réforme cambiaire, l'ouverture du capital des banques, l'externalisation des banques. Voilà, l'unification des marchés. Donc tout cela, ce sont des chantiers importants. Et tout retard, donc les retards déjà consommés, on pourra les regretter, Madame Souheila Hachmi, parce que de plus en plus, on a des opportunités et on n'a pas le droit de rater les opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, le monde économique de demain sera plus rude, plus compétitif et sera beaucoup plus complexe. Et tout le monde s'accorde à dire que nous avons des potentialités importantes. Oui, mais qu'est-ce qui nous empêche ? Et on pourrait être un pays de délocalisation des investissements de l'Occident qui est en crise actuellement. Ce n'est pas normal l'Allemagne, qu'avec tous ces atouts, la Madame France, Souheila, on n'arrive pas à capter les investissements étrangers. Donc, déblocage administratif également. La situation actuelle. Même si on a adopté un nouveau code de l'investissement. Il faudra abandonner parce qu'on continue à se comporter, à avoir les comportements de jadis. Hein. Donc c'est comme ça. C'est un problème de mentalité. De mentalité, d'instruments et de mécanismes. Parce que la réforme devrait être systémique. On doit actionner toutes les réformes en même temps. On a réglé le problème aujourd'hui de l'investissement par rapport au code de l'investissement et ses textes d'application. On a créé l'agence, bien sûr, de l'investissement qui parle encore des intentions d'investissement. On est en train de réformer notre système bancaire, mais on n'a pas réglé un problème crucial, celui du foncier. Vous voyez ? Donc, au lieu d'agir d'une manière systémique, on prend. Vous avez cette guerre entre les domaines, l'industrie et les wilayas. Oui. Et la manière avec laquelle on aborde la question de la numérisation démontre encore une fois qu'on est sur des logiques sectorielles et séquentielles. Il faut un commandant de bord, il faudrait que toutes ces questions soient mises sous l'égide du président de la République, qui lui est en train de booster. Voilà. Les enjeux nécessitent une nouvelle organisation qui permettrait de piloter le processus de changement. La Chine, c'est le président chinois qui aborde les questions de l'investissement et les grands marchés à travers le monde. Voilà, des structures. La Russie, la même chose. Tout à fait. Le Brésil, la même chose. Tout à fait. C'est des accords d'État à État, c'est-à-dire entre chefs d'État. Tout à fait. Il faut et on l'a vu avec l'Italie. Les capacités institutionnelles, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan organisationnel. Je dirais qu'au niveau de la présidence, on peut aller vers un ministère de l'économie qui permettra beaucoup plus de cohérence en matière de transformation souhaitée sur le plan industriel, sur le plan financier, sur le plan... Là, ou alors une direction sous l'égide du président de la République qui donne les instructions. J'ai toujours plaidé pour un ministère de l'économie, pas uniquement comme choix organisationnel, mais comme un moyen de transformation de l'économie, parce que l'enjeu est encore une fois économique et les lenteurs enregistrées jusqu'à présent sur le plan des transformations économiques est impardonnable. Et bien sûr, il faudrait aussi aller vers la prévisionnelle et consolider nos chiffres. Monsieur Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Saha siyamak, saha ramdanakum.